Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'Amiga et l'assembleur. Alors là je vais faire une espèce de petite vidéo intermédiaire pour s'organiser un peu mieux pour les prochaines vidéos et la suite. Je voudrais juste vous réinsister sur l'importance de la vidéo précédente sur les bitplanes et le mode interleave. Surtout que j'ai un peu cafouillé parfois dans les explications. J'avais jamais trouvé d'explication bien satisfaisante et claire là-dessus et je pensais pouvoir faire mieux, mais en fait je crois que j'ai pas fait beaucoup mieux. C'est assez difficile d'expliquer ça bien. Je vais juste revenir rapidement sur le mode interleave parce que c'est super important. Donc j'ai mal expliqué à un moment, en tout cas c'est pas clair du tout. Donc une seule ligne d'écran en mode interleave est représentée par autant de lignes à la suite qu'il y a de bitplanes. C'est-à-dire que par exemple pour un écran en 3 bitplanes, on va avoir 3 lignes dans la mémoire. Donc je vais les faire de couleurs différentes pour les 3 bitplanes. Voilà, et ensuite la mémoire se continue avec la deuxième ligne. Donc la deuxième ligne de l'écran sera représentée elle aussi par 3 lignes en mémoire de W sur 8 octets. Puisque par ligne, il y a W sur 8 octets. Donc en imaginant que W là ici va être 336, donc la longueur totale de nos octets ici en mémoire est égale à 336. Ici donc 336. Mais que Denise, la largeur effective s'arrête à 320, quand Denise arrive ici, elle passe à la ligne suivante. Donc il faut que dans le modulo qu'on va régler, il faut qu'elle arrive là, Denise. Enfin ici, pardon, au début. Donc il faut sauter deux fois, il faut sauter le nombre de bitplanes moins 1, le nombre de bitplanes moins 1 fois W sur 8. J'espère que c'est clair ça. C'est-à-dire qu'il faut sauter ça et ça. Donc là, on est en 3 bitplanes. Donc là, il faut en sauter 2. Si on était en 5 bitplanes, il faudrait en sauter 4. Et ensuite, il faut sauter aussi ça, là, ici. C'est-à-dire 336 moins 320. C'est-à-dire qu'il faut sauter W sur 8 moins largeur effective sur 8. Là, je ne sais pas si je vais réussir comme ça sur 8. Donc, quand on développe cette formule, ça fait bien BPL-1 fois W sur 8 plus W sur 8, ça fait bien BPL fois W sur 8, BPLS, pardon, moins largeur effective sur 8. On saute bien ces deux-là, plus ça, moins ça. Ce qui nous donne bien ça. Bon, de toute façon, c'est pas hyper simple, il faut pratiquer. Il faut absolument piger le mode interleave là, parce que c'est super important. Donc, en tout cas, dans ce que je vous ai, dans les formules que j'ai mis dans la source, c'est bon. Hein, donc, vous pouvez bosser sur les formules un petit peu. Toutes les formules que j'ai mis là, au début, dans les constantes, la largeur effective, là, c'est bon. Les formules qui sont écrites ici, c'est bon. Donc tout ça, ça mérite d'être... faut bosser un peu dessus, quoi, parce que c'est quand même vraiment complexe. Donc là, ce que je voulais faire dans cette vidéo, c'est déjà séparer un peu notre code source. Il commence à être un peu lourd avec toutes ces constantes au début et toute cette initialisation là qu'on fera à chaque fois qu'on fait un programme et qu'on n'a pas besoin de garder dans le corps de notre programme principal. Donc on va essayer de faire un fichier base et un fichier, on va dire, début ou startup ou démo, où il n'y a pas tous les trucs de base, justement. Alors pour faire ça, on va d'abord sauver ce fichier-là sous un autre nom. Donc, par exemple, on va l'appeler, je ne sais pas, démo, ou démo base, ou startup, je ne sais pas trop. On va l'appeler startup. On va recharger base pour l'instant. Et je vais vous mettre tous les fichiers, un lien Google Drive vers tous les fichiers, toutes les sources que j'ai mis depuis le début pour que vous puissiez avoir tout ça. Et tous les programmes dont on aura besoin pour les vidéos à la suite. Même si les sources, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais bon, on me les a demandé plusieurs fois. Je vous mettrai aussi le fichier Amiga, là, .doc, que des gens m'ont demandé. Donc, notre fichier base, on va garder toutes les constantes dedans. Ça ne sera pas dans notre fichier base, ça va être dans notre programme principal, les constantes de l'écran. Donc, on peut appeler ça run, ou je ne sais pas, peu importe, on va appeler ça, oui, début. Donc, ça, c'est toutes les initialisations. On va les garder, hein, puisque de toute façon, alors par contre,
le copper, l'adresse du copper, ça va être dans notre programme principal. Vous allez comprendre au fur et à mesure ce que je fais, même si ça paraît un peu bizarre là. Donc on va enlever le copper, on va enlever ça qui fait partie du programme principal, on va enlever ça qui fait partie du programme principal. Et ça, c'est la restauration ici, on va dire la fin. Enfin, pas la fin, parce que fin, on l'utilisera peut-être dans notre programme principal, je vais oublier. Bon, on va rien mettre. Et entre les deux, on va sauter à notre programme JSR. Je referai un petit truc sur les sauts tout à l'heure. On va faire un saut à notre programme principal qui commencera par run. Voilà, qui sera dans une autre source en fait. Donc là, on sauvegarde le copper, on sauvegarde les DMA. L'initialisation des DMA, ce sera dans notre programme principal. On inactive tous les DMA. On saute au programme proprement dit de démo qu'on va faire. Puis quand on en revient, on restaure le copper, on restaure les DMA. Et voilà. Les routines, on peut garder WaitVBL et WaitRaster dans ce fichier-là, puisque de base, qu'on en aura toujours besoin. PocBitPlane, on peut peut-être le garder dans notre programme principal, parce que c'est vraiment une routine importante. Là, on va garder ces datas-là, copper sauve, DMA sauve. Et là, on n'a pas besoin de la copper list et tout ça. Voilà. Donc, on va sauver ce fichier-là sous le terme base. OK. Et maintenant, on va charger le fichier qu'on a appelé startup. Donc là, on va effacer tout ça qui est déjà dans le fichier base. Hop. Donc là, on va garder notre adresse de largeur effective, enfin notre petite formule de largeur effective. On va passer un peu d'espace. Tout ça, c'était les initialisations qu'on a mis dans le fichier base. Donc on va les effacer. On va garder le lit custom, ,6, ça c'est très important. Ça, on va effacer. Ça aussi. Par contre, on va garder notre initialisation de DMAcon et notre initialisation de copper, pardon. Ça, bien sûr, on garde l'initialisation des bitplanes. La boucle principale, évidemment, on la garde. Ça, on enlève, puisqu'on l'a fait dans l'autre programme base. Là, on peut enlever ces routines-là, WaitVBL et WaitRaster, puisqu'on les a laissées dans l'autre programme. Là, on peut enlever ça et ça qui sont dans l'autre programme. Et là, bien sûr, on garde notre copper list. Et voilà. Et pour que ça fonctionne, il faut qu'on mette au début du programme un include. Donc c'est une directive assembler, c'est pas une vraie fonction du 68000 évidemment. Include base.s. Du coup, il va inclure le fichier. C'est pas pareil que incbin. Vous vous rappelez, on avait incbin ici qui incluait dans le programme, enfin à l'adresse qu'on lui avait donnée, un fichier en binaire. Hein. Donc là, en l'occurrence, un fichier image. Ici, là, on inclut un code source, donc un fichier texte, avant notre code source principal. Donc, il va inclure base, il va exécuter base, et dans base, on a mis un JSR run. Donc, on saute ici, on exécute ça, et on revient après. Donc, on exécute ça, on va jusqu'à la boucle principale, et quand on sort de la boucle principale, avec le RTS qui est là, on revient dans base. Donc, normalement, si j'ai pas fait de bêtises, ça devrait fonctionner. On va assembler. On va vérifier que ça fonctionne. On a bien notre KingToot qui apparaît. Donc, c'est plus pratique de faire comme ça parce que vous voyez, notre fichier, du coup, est beaucoup moins long. Tous les trucs de base d'initialisation sont faits dans le fichier base. Donc, ça évite de s'embêter avec toutes les constantes au départ, etc. Alors, je vous ai mis et je vous mettrai sur le Google Drive un fichier de constantes où il y a toutes les constantes. Je vais vous le montrer maintenant. Il est là. Je ne sais pas pourquoi il y a une constante copie là. Hop, voilà. Donc là, j'ai mis toutes les constantes. Là, il y a toutes les constantes qu'on a déjà vues ensemble de registre avec quelques-unes en plus. Donc ça m'évitera de les chercher à chaque fois que je vais vous présenter. Ça ira plus vite pour les vidéos. Vous voyez, il y a toutes les constantes dont on a déjà parlé. Je n'ai pas tout mis. Il y a peut-être des registres dont vous aurez besoin qui ne sont pas ici. Et puis j'ai rajouté aussi des constantes pour de la programmation système. C'est-à-dire quand on utilise les routines qui sont dans la ROM de l'Amiga, qui ont été faites par les concepteurs de l'Amiga. Donc là, c'est des routines, c'est des offsets pour des routines, et vous voyez, OpenLib, CloseLib, OpenDevice, CloseDevice, c'est des fonctions de la librairie exec, donc la librairie principale de l'Amiga qui est chargée au démarrage.
Là, c'est des offsets pour des fonctions de la DOS librairie. Bon, pour l'instant, vous avez vu, je n'ai pas fait du tout de programmation système. C'est un peu rébarbatif la programmation système, mais bon, parfois on en a quand même besoin. Donc pour l'instant, voilà, tout ça c'est dans le fichier constante. Donc du coup, plutôt que de laisser, on va recharger notre fichier base là. Et dans notre fichier base, au lieu de prendre les constantes qui sont ici, je vais les enlever et mettre un include base.s. Comme ça, on aura, donc on est bien d'accord, hein, dans notre fichier startup, il y aura un fichier, on inclura le fichier base, qui lui-même inclut, par base, pardon, constante, excusez-moi, qui lui-même inclut le fichier constante. Alors au début, quand j'ai fait ça, j'ai pas tellement aimé ça, moi, parce que quand il y a des d'include, on a l'impression de faire du C, et puis de l'assembleur. Mais bon, là, c'était quand même pas mal de faire comme ça, parce que ça évite d'avoir une liste interminable de constantes au début du fichier base, là. Bon, on peut faire comme vous voulez, hein. Vous faites comme vous le souhaitez. Moi, j'ai fait comme ça. Et vous aurez le fichier constante à disposition sur un lien Google Drive que je vais mettre dans la description de la vidéo. Donc, on va vérifier que ça fonctionne, que j'ai pas fait de bêtises. Non, bien sûr, je peux pas lancer base, il faut que je lise. Je peux pas lancer base puisque base saute dans un label qui est dans Startup. Donc, il faut que je lance Startup. Et là, normalement, voilà, c'est bon. Donc, dans Startup, on inclut base qui elle-même inclut les constantes. Voilà, ça c'était pour l'organisation un peu du programme. Maintenant, je voulais vous présenter un truc. Alors, on va revenir dans le fichier base sur un truc qu'on appelle la pile. Alors, quand on appelle les routines ici, par exemple, waitVBL, vous voyez que waitVBL, je vais reprendre mon petit truc là, waitVBL, il modifie des zéros ici. Hein. Il modifie des zéros. Donc, quand on appelle la routine dans le corps de notre programme, il faut qu'on considère que des zéros a changé. Et ça, c'est pas très pratique. On pourrait sauvegarder des zéros quelque part avant de lancer cette routine. Alors pour ça, on utilise ce qu'on appelle la pile. Alors la pile, moi, ça m'a toujours fait un peu peur au départ quand je reprenais la programmation. Mais en fait, c'est assez simple, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Ça fait toujours un peu peur au début. Donc la pile, c'est quoi? C'est une adresse mémoire qui est sauvée dont l'adresse est sauvée dans le registre A7, hein, qu'on appelle aussi SP, pointeur de pile. Donc en général, c'est très loin dans la mémoire. Par exemple, si on est en mémoire cheap, c'est par exemple en dollars 7 F0. Je dis n'importe quoi. Donc là, c'est l'adresse de la pile. Et on va sauver nos registres sur cette pile. C'est-à-dire que le processeur va reculer. Par exemple, si on sauve un point L, il va reculer de moins 4 octets. Et il va sauver ce qu'on veut sauver. Par exemple, si on veut sauver des 0 ici. Puis après, si on veut sauver des 1, il va encore reculer de moins 4 octets. Ok, en mémoire, donc on sera en 7FFF0-4, 7FFF0-8, etc. Donc A7 pointera ici, par exemple, si on a sauvé des 0 et des 1 sur la pile. Et ensuite, quand on veut dépiler, quand on veut récupérer des 1 et des 0, c'est le contraire. On va incrémenter A7 de 4 à chaque fois. On va faire ça tout de suite en pratique. Donc par exemple, si on veut sauver des 0 ici et le restituer au moment où on fait notre routine. Alors l'instruction pour faire ça, on va faire déjà un simple move. Move.l d0, moins A7 ou SP. Souvent on l'appelle SP dans les sources. Ça veut dire stack pointer, pointeur de pile. Alors attention, la moindre erreur avec la pile plante la milliard. Donc si à un moment où vous mettez une ligne comme ça, ça plante, c'est que vous êtes trompé quelque part dans la pile. Pourquoi ça plante? Parce que le 68000 se sert sans arrêt de la pile pour les adresses de retour, de RTS, de saut, etc. Donc là, avant la fin de la routine, il faut restaurer des zéros. Il faut remettre la pile à la bonne place, si je puis dire. Donc on va faire move.l sp plus virgule d0. Je vais revenir sur ces deux lignes. Attention, là dans waitVBL, on a une boucle qui revenait à waitVBL, c'est-à-dire qu'on réécrirait sans arrêt sur la pile. Donc il faut remettre un petit label entre temps, waitVBL bis par exemple. Et là il faut revenir à waitVBL bis. Surtout pas à waitVBL, sinon on va refaire de la sauvegarde de pile sans arrêt, on va tout planter. Donc là, en fait, il y a notre petite routine, comme d'habitude, qui teste si on est arrivé en bas de l'écran.
Et avant de faire cette routine, on a sauvé des zéros sur la pile, et après avoir fait cette routine, on reprend des zéros depuis la pile. Je reviens sur mon petit dessin de pile de minutes, là. Alors, donc ici, par exemple, A7 était ici, avec quelque chose d'écrit, je ne sais pas quoi, ici, en A7. Bon, SP si vous préférez. On vient d'écrire des zéros dessus en faisant un moins. Je vous rappelle, c'est de l'adressage pré-décrémenté, avec le moins là. Donc ça veut dire que le processeur va retirer autant qu'il y a ici, d'octets. Donc là c'est un point L, donc il va retirer à A7 4 octets, comme je viens de vous dire, hein, moins 4 octets. Donc on va se retrouver en A7 ici, et là il y aura des zéros de sauver. Donc ce qui était là n'est pas effacé, n'est pas écrasé. Et ensuite, quand on arrive à la fin ici, on incrémente A7, on met le contenu de la pile des zéros, le contenu de la pile dans des zéros, et ensuite on incrémente A7 de 4. Donc on revient ici. Là, on fait de l'adressage pré-décrémenté, c'est-à-dire que le processeur enlève d'abord 4 à SP avant d'écrire des zéros, et là, il écrit d'abord le contenu de la pile dans des zéros avant d'incrémenter A7. Donc ça se fait dans le bon ordre, quoi. Donc voilà, là on a sauvé le... Alors il y a certains programmeurs qui ne sauvaient jamais rien sur la pile, donc qui se rappelaient simplement dans leur programme principal que des zéros étaient modifiés, des 1 étaient modifiés, par exemple. D'ailleurs dans les routines de l'Amiga, les routines système qu'on n'a pas encore étudiées, les routines système de l'Amiga considèrent systématiquement que D0, D1, A0, A1 sont effacés par les routines du système. Donc il faudra toujours les réécrire après un appel à une routine système. Par contre, les routines système de l'Amiga conservent tous les autres registres. Donc voilà, moi je préfère sauver comme ça sur la pile. Après, dans mon programme principal, je ne suis pas obligé de me rappeler si D0 a changé ou pas. Mais bon, c'est chacun ses goûts, je dirais. Si vous voulez faire une routine très rapide, il vaut sûrement mieux éviter d'écrire sur la pile, puisque évidemment ça prend du temps. Alors, quand on bouge plusieurs... donc là, c'est le même problème. Wake raster, on modifie des zéros. Par contre, on ne modifie pas D1. On se sert de D1, mais on ne le modifie pas. Donc, on peut sauver que des zéros. Pareil, on fait comme tout à l'heure. On peut même copier cette ligne-là. Hop, ici. Et copier cette ligne-là. CTRL-D, CTRL-F1 à chaque fois. Ici. Mais attention, pareil, là, on est en train de revenir à Wait Raster. Donc, on va mettre un Wait Raster bis ici pour que ça ne plante pas tout. Donc ça n'écrive pas sans arrêt sur la pile. Voilà, donc là aussi dans Wait Raster on sauve des zéros. On va espacer un peu pour que ce soit plus clair. Voilà comment on utilise la pile. Bon, après il y a une instruction spéciale sur la pile, on va sauver ça. On va revenir, on va recharger notre programme. Non, je n'ai pas sauvé. On va revenir dans le programme Startup. Dans la routine PogMidPlane, là on modifie D7, on modifie D0, on modifie D7 et D0. Et on modifie A0, pardon. On modifie, je ne dis pas de bêtises, on modifie D7, D0, A0. Donc là c'est un peu pénible de faire 3 moves différents vers la pile. Donc il y a une instruction processeur qui permet de faire ça, qui s'appelle move multiple, move M. Donc on va pouvoir sauver sur la pile avant de commencer notre PogMidPlane. On va pouvoir faire un move M.L. Et là on peut écrire ça comme ça. Donc D0 slash D7 slash A0 virgule moins SP. Ok. Et pareil, pour restituer ici, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire movem sp plus, movem.l, pardon, sp plus, virgule, d0, d7, a0. Voilà. Alors c'est bien fait parce que
le processeur empile et dépile dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il va mettre A0 en premier, D7 en deuxième, D0 en troisième, et ensuite il va dépiler dans le bon sens. Donc ça s'écrit comme ça, vous inquiétez pas. On vérifie bien qu'on ne revient pas avec une boucle à POC bitplane, là, à POC BPLS, parce que sinon on va faire écrire en boucle, ça a l'air d'être bon. Voilà, donc là, quand on appelle POC bitplane, enfin POC BPLS, pardon, on ne modifie plus, enfin on récupérera en tout cas D0, D7 à 0 dans le programme principal. Je vais vérifier que tout ça fonctionne. Je vais updater d'abord, que je n'ai pas fait de bêtises avec la pile. Ça a l'air bon. Alors, ce que je voulais vous dire aussi dans cette vidéo, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais là, si vous lancez ce programme et que vous appuyez sur le bouton droit, ça plante. Vous ne pouvez plus ensuite appuyer sur le bouton gauche et quitter le programme. Ça, c'est parce qu'on n'a pas annulé les interruptions. Donc, les interruptions, c'est un peu compliqué. Je vais aller assez vite parce que pour l'instant, on ne va pas les utiliser. Les interruptions, c'est des événements qui arrivent, qui font que le 68000 se déroute vers un autre bout de programme dans la mémoire. Donc actuellement, là, quand on appuie sur le bouton droit, il y a une interruption qui fait que on ouvre un nouveau menu là-haut dans ASM1. Cette interruption, elle n'est pas annulée donc, quand on lance notre programme. Donc évidemment, elle ne marche plus et ça plante. Donc pour annuler les interruptions, c'est un peu comme DMAcon. Donc on va revenir dans le fichier base pour faire ça. Il n'y a pas besoin que ce soit dans notre programme principal d'annuler les interruptions. Donc les interruptions, c'est assez compliqué, le fonctionnement des interruptions, pour le coup. Donc je vous ai mis ça par là. Donc voilà. Ici, donc les interruptions, elles sont gérées par 4 registres. Enfin, 2 registres, mais un registre pour la lecture, un registre pour l'écriture. Donc l'appel à l'interruption, enfin le déclenchement d'une interruption se fait par le registre interrupt request. Un trek là, qui sert à demander, donc le registre est fait comme ça, un peu comme DMA code, DMA control. Donc par exemple, le blitter peut demander une interruption, enfin, peut envoyer un bit d'interruption. Alors l'interruption la plus utile pour les programmeurs de démo, c'était celle-là, là. L'interruption quand il y avait le VBL était fini, quoi, quand on arrivait à la fin de l'écran. Mais bon, il peut y avoir des interruptions liées au copper. Il y a des interruptions aussi liées au CIA, en particulier quand ça concerne le clavier. Vous avez remarqué que pour l'instant, dans les vidéos, j'ai soigneusement évité de parler du clavier, parce que le clavier, sans passer par une routine système, c'est pas très simple, il faut passer par une interruption. Donc bon, toutes ces interruptions, donc, on va les annuler, puis on les restaurera à la fin, exactement comme on avait fait pour DMAcon. Donc pour les annuler, on va faire exactement comme pour DMAcon, on va sauver, donc ce qui nous intéresse, c'est le registre pour le sauver, interrupt. Alors, je ne vous ai pas dit. Il faut demander l'interruption dans interrupt request, mais il faut que ça soit aussi activé dans Antenna. C'est-à-dire que même si vous demandez une interruption dans interrupt request, mais que dans Antenna, donc interrupt enable en anglais, le bit n'est pas mis, de toute façon, votre interruption n'aura pas lieu. Donc, interrupt enable, c'est les masques d'interruption, c'est les interruptions autorisées ou pas. Et interrupt request, c'est quand on demande une interruption. Donc il faut qu'on aille écrire dans Antenna, donc 09A, dans Antenna, il faut qu'on aille écrire 0FFF pour tout annuler, comme on avait fait pour DMAcon. Donc on va faire ça ici. Donc on va d'abord sauver les interruptions, donc on peut faire ça, je pourrais ici par exemple. Donc on va faire un move.w. Donc c'est Antenna A6. On n'oublie pas le R surtout, c'est Antenna en lecture, Antenna read, virgule, on va l'appeler par exemple Antenna sauve, comme on avait fait pour les autres. Et on va ici dans les data mettre, j'ai pas mis les data là, on va remettre data. On va remettre Antenna sauve, dc.w0. Voilà, donc on sauve les interruptions, l'état actuel des interruptions, et ensuite on les annule. Donc on fait un move.w, $7FFF, virgule, Antenna, là on ne met pas le R puisqu'on est en écriture, de la 6. Et quand on reviendra, et bien pareil que pour DMA sauve, on faisait un OR 8.2 pour... je ne sais pas si vous vous souvenez dans DMA code, mais on faisait un OR 8.2 pour activer, zut, je l'ai enlevé, non il est là, pour activer le bit 15,
Parce que même quand on sauve DMACOM ou Antenna, de toute façon, le bit 15 est à 0, à chaque fois qu'on le sauve. Donc, notre objectif, c'était de mettre ce bit-là à 1 et par sécurité, de mettre le bit d'activation des DMA à 1. Là. Donc, on faisait $8,2. On faisait un OR $8,2. Là, on va faire un OR $8 plus juste après, là. Interruption autorisée. Pareil, par sécurité. C'est un deuxième interrupteur qui autorise toutes les interruptions ou les interdit toutes. Donc, on va faire un OR 8 plus 4 hein, pour mettre ces deux bits-là à 1. Donc un OR C 0, 0, 0. Bon, j'avais déjà dit ça, essayé de décrire ça longuement dans une des vidéos précédentes, donc je ne recommence pas. Donc on va ici par exemple, à la fin, restaurer les interruptions. Donc on va faire un OR.W de dièse, surtout ne pas oublier $C 0, 0, 0, antenna sauve. Et ensuite, on va faire un move.w, antenna sauve, virgule, antenna de la 6. Voilà, donc là, on a sauvé les interruptions. Là, on a annulé toutes les interruptions. Hop. Et là, on restaure les interruptions. Alors, ce fichier base là qu'on est en train de faire, vous en verrez des variantes beaucoup plus complexes. C'est-à-dire que là, c'est typiquement la base pour un Amiga 500 simple. Plus vous allez vouloir que ça soit compatible avec les futurs Amiga et toutes les versions possibles d'Amiga, plus il va falloir compliquer ce fichier base. Donc ça sortira un peu du cadre des tutos pour débutants. Mais vous verrez, il y a tout un tas de variations pour être compatible avec tous les Amiga. Bon, c'est pas le but des vidéos pour l'instant. Voilà ici les vecteurs d'interruption que je vous ai mis à droite, c'est-à-dire que c'est sur l'Amiga 500, enfin en tout cas sur les machines avec un 68000 simple, il se trouve toujours tout en bas de la mémoire. Par exemple, si on va ici en mémoire, que je fais h.l0, voilà toutes les adresses correspondant aux interruptions. Vous voyez qu'elles sont toutes en mémoire ROM, tout en ROM, à la base. Et c'est ces adresses-là qu'il faut changer si vous voulez faire votre propre interruption. Bon, je ne vais pas détailler plus ces interruptions. On va sauver ça. On va revenir sur notre fichier startup. Je vais assembler, je vais vérifier que tout marche. Alors, normalement, si j'appuie sur le bouton droit et ensuite j'appuie sur le bouton gauche, ça ne marche toujours pas, donc j'ai dû faire une erreur quelque part. Tac, tac, tac. Alors, les erreurs en vidéo, comme vous le savez, je ne suis pas un grand fan parce que j'ai du mal à réfléchir en même temps. Alors, on va revenir dans base, du coup, ça doit être dans base que j'ai fait une erreur sur les interruptions. Alors. Je sais pas très bien pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça aurait dû. Alors normalement, on annule aussi les interrupt requests, mais je pense pas que ça soit ça, mais je vais quand même le faire. Mais ça m'étonnerait beaucoup que ce soit ça le problème. Alors là, je n'ai pas appuyé sur le bouton droit, donc forcément ça marche. Oh, c'est bon, bah, c'était peut-être ça du coup. Oui, c'était ça, mais du coup, je pensais pas. Vous voyez que c'était obligatoire d'annuler les interrupt requests. En fait, c'est bien obligatoire d'annuler aussi toutes les demandes d'interruption en cours. Je pensais que c'était facultatif sur Amiga 500, mais vous voyez, j'en apprends en faisant les vidéos. Bon, voilà, donc on annule les interruptions, on annule les masques d'interruption avec Antenna et on annule les demandes en cours avec cette ligne-là.
Bon, ben, en tout cas, voilà. Donc, on va revenir sur notre... Je ne l'ai pas sauvé. On va revenir sur notre fichier de base qui, du coup, est beaucoup plus clair. On n'a plus que ça dans le fichier. Donc, je voulais juste vous parler un peu des sauts. Je vous en ai pas beaucoup parlé, je vais vous en dire deux mots. Les sauts, par exemple, si on refait un petit programme rapide, hop, et là je fais un BSR, mon bras plutôt fin, et là je mets un move Q 7,D1. Si j'assemble ce programme, vous voyez que dans D1, il n'y a rien. Évidemment, puisque avec bras fin, j'ai sauté par-dessus cette instruction. Donc cette instruction-là, c'est une instruction qui fait 2 octets en mémoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le move Q, c'est une instruction rapide, elle ne fait que 2 octets. Ça fait 4 octets. Il y en a 2 pour le bras, pour l'instruction 68000, c'est toujours des instructions 16 bits, et 2 pour l'adresse. Alors toutes les instructions en B, toutes les instructions qui sont en BXX, donc bras, BSR, hop là, BSR, BNE, BEC, etc., sont des sauts relatifs en fait au programme counter, c'est-à-dire à la position actuelle du programme. Donc, nous on met bras fin dans l'assembleur, mais l'assembleur en fait calcule à partir de la position actuelle dans le programme, donc actuellement run, et il calcule la différence entre fin et run et il la met derrière bras. Je m'explique. On va regarder comment le programme est en mémoire. Oui, c'est ça. Vous voyez, dans bras, donc, hop, bras, ça s'écrit 6000, ça c'est le code pour bras, et ensuite 004, c'est-à-dire qu'il va aller, à partir du moment où le programme counter est là, il va aller 4 octets plus loin, donc 1, 2, 3, 4, il va aller ici. Et en 0, 1, 2, 3, 4, il va aller ici. Alors, l'assembleur, lui, l'assembleur, ce qu'il fait, c'est qu'il calcule la différence entre fin et run. Ça donne 6. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas prendre, ça donne 6, et il enlève encore 2. Pourquoi est-ce qu'il enlève encore 2? Parce que il sait que le processeur va sauter à partir de là, c'est-à-dire que le programme counter aura, lui, avancé de 2. Mais nous, si on peut prendre que l'adresse actuelle en mémoire pour faire le calcul. Donc on est obligé de prendre l'adresse de fin moins l'adresse de début, moins 2, pour obtenir le chiffre qu'il faut écrire ici. Alors comme c'est un chiffre qui fait 16 bits, 16 bits, le 004 là, les sauts relatifs comme ça, les B, ne peuvent aller que de moins 32 768 à plus 32 767. Donc vous ne pouvez vous déplacer en mémoire que de 32K maximum avant ou après le bras. Alors il y a une variante qui s'appelle bras.s. Et du coup, là c'est 8 bits seulement, mais l'instruction ne fera plus 4 octets, mais 2 octets. Et du coup, on ne fera pas moins 32 768, mais ça sera moins 128 à plus 127. Là vous allez voir, ça va fonctionner. On va assembler ça. On va désassembler. Et vous voyez, c'est 6002. Du coup, l'instruction est beaucoup plus courte à écrire. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire vous-même. Vous pouvez très bien écrire bras.s comme ça, bras fin, assemblé. Donc si on fait des runs, on a bien 60.00.0004. Et ensuite, vous pouvez demander à l'assembleur d'assembler et d'optimiser en même temps. Vous faites AO. Et tous les bras qu'il peut mettre en point S, il va le faire. Vous voyez, il a rajouté un point B. C'est pareil que point S. Bras.B ou bras.S, c'est la même chose. Il a transformé en version courte du bras, quoi. Et c'est vrai aussi pour les BNE, les BEC, etc. Alors, contrairement aux instructions qui sont en J, par exemple, si je fais là, ici, un JMP fin, là, par contre, c'est une adresse absolue qui est écrite. Donc, ça prend 6 octets, cette instruction-là, puisque le JMP prend 2 octets, et l'adresse de fin tient sur 4 octets, comme toutes les adresses. Donc, si j'assemble ça, c'est exactement la même chose. Et si je désassemble, vous voyez, le jump est beaucoup plus long à écrire en mémoire.
4F9, ça c'est le JMP. Et ensuite 00C2BC64, c'est l'adresse exacte de fin. Alors par contre, le gros avantage du jump, alors le jump c'est quand il n'y a pas de JSR, c'est comme quand il n'y a pas de retour comme bras, et quand il y a un retour c'est JSR, quand il y a un RTS. Le gros avantage c'est que toute la mémoire est accessible. Il n'y a plus de limitation à 32 octets ou à 128 octets. On peut sauter n'importe où, même en mémoire morte, en ROM, en mémoire fast, n'importe où. Voilà, c'était un petit mot sur les jumps. Je crois que j'ai fait tout ce que je voulais faire dans cette vidéo. Alors, ce que j'aurais voulu faire avec vous aussi, mais j'ai peur que la vidéo soit un peu longue, ce qu'on peut faire pour la prochaine vidéo, c'est, je voudrais que on va revenir à notre programme Startup normal. Hop. Je voudrais que vous essayiez d'écrire une petite routine qui affiche un pixel à l'écran en fonction des coordonnées X et Y mises dans D0 et D1. Alors, ça a l'air simple comme ça, c'est assez compliqué en fait. Hein. Donc, j'essaierai de la faire avec vous en direct en vidéo, mais c'est pas évident. On va essayer d'écrire une petite routine. Donc, on va repartir sur un écran vierge. Donc, on va enlever KingTut. On va repartir sur un écran simple de 320 par 256. On va enlever le côté un peu élargi des bitplanes en mémoire. On va partir sur 2 bitplanes seulement, par exemple. Et voilà. On va rester en mode interleave, par contre. Hein, donc, une ligne sera représentée par deux lignes. Une ligne d'écran correspondra à 2 lignes mémoire de W sur 8 octets. Donc, le reste, ça ne change pas. On va donc enlever KingTut, là, en bas. Toc. On va faire simplement, à côté de screen, un dcb.b W sur 8 multiplié par H. D'accord. On veut autant d'octets qu'il y a de lignes, multiplié par le nombre de bitplanes. Et on va les mettre tous à 0, ces octets, comme ça on aura un écran noir. Et la palette, du coup, il n'y aura plus besoin de toutes ces couleurs, puisqu'on a mis 2, donc il y aura 4 couleurs. On va pouvoir enlever tout ça. Il y aura 4 couleurs à définir, 180, 182, 184, 186. Donc on va mettre donc 180 noir, 182 on va mettre blanc par exemple, 184 on va mettre rouge, et 186 on va mettre bleu. Voilà. On va assembler, vérifier que ça fonctionne. Ça a l'air, on a un écran noir, et si on écrit rapidement au tout début de l'écran un trait, voilà, FFFF, virgule screen, hop là. C'est bon, on a bien un trait blanc qui s'affiche, pas de souci. Si on fait screen plus line size, vous vous rappelez, on avait déterminé une constante au début de programme qui sert à passer à la ligne. On va écrire une ligne en dessous. Donc c'est pas très visible parce que c'est en tout en haut de l'écran. Et si on écrit au contraire BPL size à la place de line size, on va changer la couleur de la ligne. J'espère que ça fonctionne. Voilà, on écrit une ligne rouge, donc avec la couleur 2 au lieu de la couleur 1. Et si je mets BPL size x2, on devrait avoir la couleur... Hop là, j'ai fait une bêtise. J'ai mis 2 bitplanes. Oui. J'ai bien déterminé les bonnes couleurs. Oui. Alors pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? J'ai dû faire une erreur quelque part de raisonnement. Screen plus BPL size. BPL size, je ne vous ai pas mis dans la mauvaise W sur 8. Non, c'est bon. Ah oui, mais je suis bête. Il faut mettre en screen et en screen plus BPL size, pardon, excusez-moi. Pour avoir la couleur bleue, il faut qu'il y ait un 1 dans les 2 bitplanes. Que je suis bête. C'est vraiment pas facile de faire la vidéo en même temps. Voilà. Donc, on est d'accord. Hein, pour qu'il y ait la couleur rouge, il faut écrire dans le bitplane 1, 2. Pour qu'il y ait la couleur. Donc, si je fais ça, j'écris simplement dans le bitplane 1, j'ai la couleur blanche. Ok. Si je fais
juste ça, j'écris dans le bitplane 2, j'ai la couleur rouge, la couleur 2. Et si j'écris dans les deux bitplanes, j'ai la couleur 3, c'est-à-dire la couleur bleue. Voilà. On en reste là pour cette fois. Je sauve mon programme et je vais vous demander de réfléchir, si vous pouvez, à une petite routine pour afficher un pixel n'importe où sur l'écran. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo.